Alors, on va continuer à parler évidemment des Hauts-de-France, puisque nous sommes dans les Hauts-de-France, mais on va aussi parler durabilité et connectivité avec nos invités. Merci à tous d'être là. Je vais commencer par un rapide tour de table. On est avec Frédéric Motte, qui est le président de la mission Rêve 3. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est avec Mathias Povs, qui est directeur de l'action régionale d'EDF. Bonjour. Entre autres, mais aussi directeur commercial nord-ouest d'EDF Hauts-de-France et puis VP du pôle d'excellence régional de l'éco-transition. Beaucoup de fonctions, on va y revenir. On est avec, pas dans l'ordre, Victor Legrain, qui est cofondateur des Trois Tricoteurs. Bonjour Victor. Bonjour. On est avec Amélie Aignon, qui est directrice générale d'Aluminium Dunkerque. Bonjour. Bonjour Amélie, notre femme, notre quota féminin, tout de suite. Et on est avec Tristan Guérec-Lepoutre. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de Clairtons. Tout à fait. On va parler d'abord, pour commencer, de Rêve 3. Vous avez sans doute retenu du premier talk l'importance de cette entreprise collective dans les Hauts-de-France. On va illustrer comment on est dans une dynamique non seulement collective, mais aussi unique dans les prochaines minutes avec nos 5 invités. On va commencer par vous, Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 minutes ce que c'est Rêve 3 et ce qu'il faut en retenir d'un point de vue business ? C'est un sacré challenge. Après Philippe qui m'a passé le flambeau, on a 3 transitions qui se présentent à nous. La première, elle est énergétique et climatique. On n'a pas le choix, ça s'impose. La deuxième, elle est technologique. Elle est en train de bouleverser toutes nos entreprises. Elle revoit nos façons de produire, de distribuer nos productions. Le troisième point, ce sont les transitions sociales. Le consommateur, le citoyen est en train de revoir comment je me déplace, comment je me loge, comment je consomme. Et face à ça, Rêve 3, ça veut être à la fois l'étendard et le catalyseur des ambitions et des actions d'une région. Parce que vous avez évoqué le mot, ça va nous chambouler. Moi, j'ai envie de dire, c'est crucial, c'est vital. Je pense que l'élu qui ne mettra pas en fil rouge de toutes ces politiques publiques ces notions de transition et de cette marche vers la décarbonation, il sera battu. Le chef d'entreprise qui n'intègre pas ces enjeux dans sa stratégie industrielle, un jour ou l'autre, il va mourir. Et donc, nous, notre job de conseil régional, Xavier Bertrand l'a dit, ce n'est pas nous qui allons créer les emplois, nous sommes les facilitateurs. Et Rêve 3, ça veut être l'accompagnateur, le facilitateur des collectivités, des entreprises, du monde de l'enseignement et puis de la population. Alors, on comprend bien comment, à l'échelle d'une région, on peut être aussi agile et être aussi dynamique que vous semblez l'être. Donnez-nous des exemples concrets de comment vous collaborez avec d'autres régions, comment vous essaimez vos bonnes pratiques et peut-être un exemple dans une autre région, mais aussi peut-être avec l'étranger. Alors peut-être pas, moi je voudrais plutôt d'abord, mon challenge en tant qu'élu régional et autour de Xavier Bertrand, c'est de faire bouger notre région. Et donc on va commencer par nous. Très clairement, on l'a dit, c'est sur les territoires que ça va se passer. Donc c'est auprès des entreprises, auprès des collectivités. Nous avions, Philippe Vasseur l'évoquait tout à l'heure, une démarche collective. Avant-hier, nous avions toutes les équipes de la 3e révolution industrielle, de la CCI et de la région qui ont passé un séminaire ensemble. Hier, j'ai été sur un territoire, certes le plus performant à ce niveau-là, exemplaire, la ville de Fourmies. La ville de Fourmies, c'est le premier maire qui a fait un fil rouge de son mandat, cette ambition des transitions. Et donc, il entraîne ses entreprises. Hier, on inaugurait une unité d'autoconsommation d'électricité. Il est en train de revoir l'aménagement de son quartier pour y faire des réseaux de chaleur. Et justement, il marche au quotidien vers la décarbonation. Il travaille avec le lycée professionnel pour avoir les formations qui vont bien. On avait une réunion avec le club d'entreprise le midi pour accompagner, écouter ces chefs d'entreprise, les aider face aux questions. Ce sont des vrais chamboulements. Moi, j'ai envie de dire, il y a 3 défis. Le premier défi, c'est le temps. Ça a été évoqué avant. Tout ça, il faut aller vite parce que là-haut, ça chauffe. Parce que lancer un projet, changer la stratégie d'une entreprise, ça prend quand même un peu de temps. Le deuxième enjeu, ça a été évoqué également aussi, c'est la massification. On a dans le Nord, mais dans la région des Hauts-de-France, la première ligne de bus à hydrogène, c'est ici. La première région de méthanisation, on l'a dit, c'est ici. Les plus gros projets d'électricité en autoconsommation, c'est ici. Mais c'est comment on fait ça x10, x100, x1000. Donc c'est l'enjeu de la massification. Et le troisième défi, c'est l'appropriation citoyenne. Et je me tourne aussi vers les chefs d'entreprise. Nous ne gagnerons pas tout seuls. Il faut les élus vis-à-vis de leur population, les chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de nos associations. On doit tous être mobilisés. Eh bien, Rêve 3, c'est l'étendard qui rassemble tout ça. Merci beaucoup, Frédéric. Vous avez parlé d'autoconsommation, ça nous fait une très bonne transition vers Mathias Povs. Bonjour. Bonjour. Mathias, vous travaillez chez EDF au cœur du territoire Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que ça veut dire l'autoconsommation ici ?
Alors justement, nous, notre rôle, c'est x10, x100, x1000. Donc c'est comment on accompagne ces territoires qui, on l'a vu, l'urgence climatique est aujourd'hui présente. La vraie question, c'est comment on rentre dans cette transition énergétique et concrètement, comme vous le disiez, c'est-à-dire accompagner à la fois les territoires et les entreprises. Et on aura un témoignage tout à l'heure qui est extrêmement intéressant. L'autoconsommation, c'est un moyen aujourd'hui de à la fois baisser ses émissions de CO2, avoir une visibilité sur sa facture énergétique et avoir une complémentarité dans son process et avoir ce fameux ruban d'autoconsommation qui permet d'utiliser de l'énergie renouvelable dans son process. Ça, c'est une première phase. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'enjeu carbone, et avec la crise, on va dire énergétique, carbo-charbonnière, ou gazo-charbonnière qu'on est en train de rencontrer en Europe en ce moment, qui a amené à des prix records, vient nous le rappeler, c'est que comment on a, nous, notre souveraineté au niveau national de cette énergie, comment on a une visibilité qui est indispensable aux investissements. On parlait d'investissement, le président de la région en a parlé. Pour une attractivité d'un territoire, c'est une visibilité sur l'investissement, avoir une énergie décarbonée comme on l'a en France grâce aux parcs nucléaires et hydrauliques historiques qui se complètent aujourd'hui avec des énergies renouvelables. Ça permet d'avoir un mix à 97% décarboné. C'est un atout pour l'industrie française, c'est un atout pour l'industrie française, il faut le répéter. Et je pense qu'Amélie y reviendra parce que c'est aujourd'hui un levier qui n'est pas assez valorisé sur les marchés mondiaux et sur les marchés européens. Donc on voit qu'il faut à la fois chercher à produire bas carbone, et ça c'est le travail que l'on mène d'un côté, mais de l'autre côté, c'est comment concrètement, à travers de projets de transition énergétique avec des grands industriels, on en parlait avec Rodolphe Delaunay, avec Toyota, depuis maintenant plusieurs années, on a un partenariat pour aller dans le challenge zéro carbone, net zéro de Toyota. Un exemple très concret, on a changé l'ensemble de l'éclairage avec un éclairage intelligent et avec des éclairages à LED. C'est 15% des émissions de CO2 en moins, 70% de la facture d'éclairage qui a été abaissée. Demain, on va plus loin, on va produire localement de l'énergie renouvelable, on fait de la récupération de chaleur, on modifie les process. Bref, on optimise, on consomme moins, on consomme mieux et surtout on décarbone en allant vers de l'électricité qui est, elle, décarbonée en France. Alors décarboner, c'est quand même un des mots-clés de notre discussion. Pourtant, on comprend bien que les Hauts-de-France, et en particulier le Dunkerquois, sont des territoires fortement émetteurs de CO2. Une question pour vous, Amélie Aignan. Vous êtes directrice générale d'Aluminium Dunkerque. Vous portez le territoire dans le nom de l'entreprise, mais aussi le mot aluminium. Comment on change, comment on pivote, comment on change d'ADN en passant d'être un gros émetteur de carbone à quelqu'un qui devient clean? Comment on arrive à faire ce pivot? Alors, je vais parler au nom d'Aluminium Dunkerque, mais je représente aussi effectivement le territoire parce qu'on a un collectif CO2 à industrie. Donc très tôt, on avait pris le sujet. Comment on fait? D'abord, l'excellence du procédé. Tout le monde, tous les industriels travaillent pour décarboner leurs procédés. Certains ont les solutions techniques, d'autres ne l'ont pas. Nous ne l'avons pas encore sur le procédé, donc on travaille sur la recherche, le développement. Et on va soit travailler à complètement enlever l'émission de CO2 de nos procédés ou le capter. Là-dessus, le Dunkerquois s'est mis en marche très tôt en disant qu'on peut y arriver à l'échelle du territoire. Si chacun travaille individuellement, ça demande des milliards d'investissements, en fait, tout simplement. Donc le choix était de se mettre ensemble et il y a une dynamique sur le territoire dunkerquois donc pour créer les infrastructures et les systèmes nécessaires pour que chaque entreprise qui va trouver sa solution puisse ensuite se raccrocher et permettre la capture, le transport et le stockage du CO2. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a une partie de la solution, je pense qu'effectivement Mathias le mentionnait, on a une électricité bas carbone et on a besoin de l'utiliser et de garder notre position qui est une position mondiale. Donc là-dessus, nous, là je vais parler pour Aluminium Dunkerque, on est un des meilleurs producteurs au monde en termes d'empreinte carbone. Ça n'a jamais été un argument de vente de notre aluminium, ça n'a jamais été mis en avant. Parce qu'aujourd'hui, le marché mondial ne le prend pas en compte. C'est-à-dire le prix de l'aluminium n'incorpore pas l'empreinte carbone. On a la chance en France d'avoir une énergie décarbonée importante et à bas coût, historiquement. Donc pour nous, pour tous les hyper-électro-intensifs, parce qu'on en fait partie, l'enjeu, c'est de permettre en France, en Europe et dans le monde de reconnaître, je dirais, cet aspect-là, dans les prix, et deux, de permettre à la France d'utiliser son énergie bas carbone à un coût compétitif. Je pense que Mathias l'a aussi mentionné, puis c'est un enjeu, je dirais, entre électriciens et industriels consommateurs. C'est de dire qu'il faut qu'on ait le cadre juridique, économique, compétitif pour
pouvoir avoir un prix d'électricité compétitif sur le long terme et voir où on va pour faire les investissements. Parce qu'encore une fois, pour décarboner, on va rester hyper électro-intensif, mais pour décarboner, on a besoin de visibilité. La dernière chose que l'on fait sur la décarbonation, c'est qu'on travaille sur absolument tout. On utilise aussi du gaz, donc nous on est passé en partie au biométhane. On travaille sur l'efficacité énergétique, sur absolument tous les sujets. Et là-dessus aussi, je vais revenir sur le point des compétences qui a été mentionné avant, c'est de rendre tout le crédit à nos employés qui, année après année, ont amélioré la qualité, l'efficacité de nos procédés, qui souvent, quand on leur remet les choses en main, le prennent et avancent. Donc c'est l'ensemble qu'il va nous falloir pour réussir. Voilà. On a entendu des gros acteurs du territoire, tant politiques que grands groupes. On va donner la parole aussi aux PME. Tristan Guirec-Lepout, vous êtes directeur général de Clairtons, un groupe basé à Roubaix. Vous êtes dans la création, la fabrication et la distribution d'emballages, plutôt dans le domaine des fleurs, pour le dire rapidement. Vous êtes équipé aussi par EDF. Donnez-nous une illustration concrète de ce que vous faites, équipé par EDF, et comment vous aussi vous décarbonez quelque part. Tout à fait. Alors effectivement, PME du Nord, historiquement implanté à Roubaix depuis 1968. J'ai le plaisir, moi, de co-diriger cette entreprise avec mon frère. On est 71 personnes et le chiffre d'affaires, c'est 15 millions d'euros. Moi, ce que je voudrais, c'est donner des illustrations concrètes en fait de en quoi est-ce que Clairton s'est engagé dans REV 3. Très tôt, dès 2007, grâce au réseau Alliance et à l'époque Philippe Vasseur, nous avons initié une démarche de développement durable. On était pionniers en la matière. On s'est d'abord préoccupé de l'impact de notre site de fabrication, parce qu'on peut plus, personnellement, je pense qu'on peut plus produire en France comme il y a 40 ans. Pour faire un modèle économique gagnant, il faut justement se préoccuper de son impact environnemental. C'est pour ça que notre site est certifié Origine France Garantie, est certifié ISO, est certifié PEFC, c'est-à-dire que tous les papiers qu'on utilise sont issus de forêts gérées. Chaque année, on contribue à préserver près de 4900 arbres. Et une fois qu'on a bien défini justement l'impact écologique de notre site de fabrication, on s'est préoccupé de la gestion des énergies et de la gestion des déchets, qui est également un axe prioritaire de REV 3. Ce que je peux vous donner comme une illustration, c'est effectivement dès 2008, et grâce au réseau Alliance justement, on a mis en place un audit énergétique qui nous a permis de trouver quelles étaient les passoires énergétiques sur notre site de fabrication, qui fait près de 10 000 m² en plein centre de Roubaix. Et on a donc, par exemple, réisolé tous nos tuyaux de chauffage, passé effectivement du nylon à un éclairage LED. On a identifié quels étaient les points, notamment quels étaient les moteurs des machines les plus énergivores, de façon à les modifier, voire complètement les changer. On s'est équipé grâce à EDF de 600 m² de panneaux solaires qui nous permettent de diminuer de 15% notre consommation électrique. Et ça, merci beaucoup pour l'appui technique d'EDF. Et puis pour aller plus loin, on s'est aussi préoccupé de la gestion de nos déchets, puisque c'est ça aussi REV 3, gestion des déchets. Donc chaque année, il faut savoir qu'on récupère, on recycle et on valorise 50 tonnes de papier et 50 tonnes de polypropylène qui sont issus du cycle de notre fabrication. Et donc on récupère du déchet qui finalement est valorisé. Autre élément important, et ça c'est la vitrine qu'on considère plus par rapport aux produits. Alors vous parlez tout à l'heure des fleurs et des plantes, mais on est aussi présent sur tout ce qui est vin, spiritueux, bière. Et grâce à la région, grâce à M. Xavier Bertrand, que je voudrais remercier, on a été financé dans le cadre d'un plan de relocalisation industrielle en obtenant une subvention significative qui nous permet justement de maintenir mais aussi de développer l'emploi en France, puisqu'à partir de 2022, nous allons être producteurs de sacs en papier avec poignée ficelle. Donc ça, actuellement, c'est des produits qu'on fait venir des pays de l'Est, et donc on va justement acquérir un nouveau savoir-faire de production. Donc en fait, en synthèse, REV 3, c'est quoi? C'est à la fois se préoccuper de l'impact du site de fabrication, c'est gérer ses énergies et gérer ses déchets, mais aussi se préoccuper d'inscrire notre modèle économique vers l'avenir. Et on sait que justement la production française, le Made in France, a un atout majeur, spécifiquement grâce à l'épisode Covid récent. Bon, pour conclure, il n'y a pas de révolution sans client. C'est l'exemple qu'on va vous demander d'incarner, si vous voulez bien, Victor. Vous êtes dans une entreprise qui s'appelle Les Trois Tricoteurs, avec un business model très simple. C'est un bar dans lequel on peut observer des gens en train de travailler, en train de fabriquer, notamment des pulls, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de client acteur, c'est-à-dire vous êtes dans une démarche pour rendre la mode responsable accessible, mais surtout visible. Comment vous continuez ce travail d'évangélisation?
Oui, c'est hyper important pour nous de sortir un peu du secret de l'industrie, parce que finalement l'industrie c'est très secret, et on s'est dit bah, aujourd'hui il y a des nouvelles technologies qui permettent de faire des vêtements de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, à la demande et de façon zéro déchet. Et donc ces machines, on a voulu les rendre visibles par des grandes baies vitrées. Du coup c'est un atelier qui est complètement ouvert, où aujourd'hui les particuliers mais aussi les entreprises viennent quotidiennement pour voir du coup ces machines fonctionner devant leurs yeux, pour aussi participer à cet atelier en nous disant bah voilà, moi je fais du L, je voudrais un pull en L, ou je suis une entreprise, pour mes salariés je veux une centaine de pulls, et on les fabrique devant leurs yeux. Et du coup bah voilà, ça participe aussi à l'image de l'industrie, parce qu'on participe à beaucoup de réunions, et aujourd'hui ce qu'on entend dans le textile, c'est le textile ça va très bien, l'industrie textile va très bien en France, va beaucoup mieux que les années précédentes. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas des gens pour honorer les commandes, on n'a pas de gens dans les usines pour fabriquer les vêtements, pour faire la qualité, pour les envoyer, etc. Et donc notre projet c'est aussi montrer que l'industrie change, que c'est plus les métiers d'avant, particulièrement dans le textile qui est vraiment connu pour avoir des métiers très difficiles, très répétitifs, etc. Que tout ça évolue avec des nouvelles machines, des nouveaux concepts aussi, des nouvelles façons de fabriquer, des nouvelles visions. Et c'est ça qu'on essaie d'être le porte-étendard finalement. C'est de se dire bah voilà, aux jeunes qui viennent dans notre bar justement des fois juste boire un verre, qui se rendent compte que du coup aujourd'hui ils peuvent aussi travailler dans une usine, avoir un métier hyper polyvalent, faire autant de l'informatique, de la mécanique, du textile, etc. Et dans des journées très finalement aucune journée ne se ressemble chez nous. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer aux gens. Ouais. Voilà, soulever le capot de la révolution industrielle. Merci à tous les 5 d'avoir incarné cette région durable, connectée et puis tournée vers demain. On va transiter vers un autre sujet au cœur de la région Hauts-de-France, évidemment l'automobile. Je vous remercie tous les 5 et j'accueille l'équipe suivante.